Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Ce soir, avec mes invités, on pose une question essentielle, à savoir comment mettre les nouvelles technologies au service de la santé. On parlera de l'ensemble des services liés à la santé qui peuvent utiliser les TIC, des usages qui vont de la numérisation à la télésanté, en passant par des applications pour smartphones et en arrivant à l'intelligence artificielle. Qu'elle soit contemporaine ou innovante, cette médecine du futur promet d'améliorer l'accès aux soins en améliorant le diagnostic et l'espérance de vie, et ce, en optant pour la prévention et en permettant aux patients de devenir un acteur de la santé. Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir professeur Madassi Fadela. Vous êtes gynécologue, chef de service à la clinique ex-Durando de Babloued. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le grand plaisir de recevoir monsieur Barkou Samir. Vous êtes biologiste de formation et vous êtes également créateur de la start-up ZS Solutions avec Z à la fin. Bonsoir. 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 Et j'ai également l'énorme plaisir de recevoir le docteur Mourad Belkhalfa. Vous êtes chercheur en biotechnologie santé à l'université de Babzouar. Vous êtes chef d'équipe de l'intelligence artificielle et santé. Vous êtes également à la tête de plusieurs projets, notamment à l'université de Msila, mais aussi des projets en collaboration avec les services de neurochirurgie, notamment de Blida et de Ain Nadja. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir un quatrième invité, en l'occurrence le professeur Tliba Souhil. Vous êtes neurochirurgien, chef de service à l'hôpital France Fanon de Blida. Vous êtes également membre fondateur de la Société algérienne de télémédecine. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Et on aura un cinquième invité, cette fois-ci ça sera par Skype. J'aurai le grand plaisir donc d'avoir avec nous également le professeur Nourdine Zarhouni. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de diagnostic et de pronostic. Professeur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci. Alors, une première question peut-être pour planter le décor. Où en sommes-nous dans l'usage des technologies dans la santé, professeur Tliba? Comment peut-on évaluer l'expérience algérienne jusqu'ici? Bon, on doit parler des technologies de l'information et de la communication de manière globale. Je peux dire qu'on est un peu loin pour être direct. Mais après, on peut détailler, il y a des actions singulières de part et d'autre, à travers quelques services, quelques hôpitaux, les ministères et tout, mais de manière générale, nous avons cumulé un retard très très important parce que les autres pays, les pays du Nord, ont démarré depuis plus de 20-30 ans et les choses s'accélèrent très vite maintenant et nous avons un grand retard à rattraper. Bien sûr, quand on parle de médecine, de technologie, de l'information, de la communication, il y a deux aspects importants. Il y a l'aspect d'abord de la volonté globale, la volonté politique, oui, la volonté administrative, l'environnement. Et puis, deuxièmement, c'est la formation. Il faudrait qu'on forme donc des personnes et des gens à adopter ces projets, cette technologie, parce que la technologie, elle est dedans, elle est dans notre quotidien. Sauf qu'on ne le remarque pas assez. Il faudrait que les gens soient formés, ils soient imprégnés et soient préparés. Je pense que c'est le rôle surtout de l'université d'aller vers donc, la formation des technologues vers la santé et des médecins vers la technologie. Maintenant, il n'y a plus de barrières entre les spécialités, il y a des passerelles très fortes. D'ailleurs, si je peux ouvrir une petite parenthèse, oui, bien sûr. Il y a les réformes qui viennent d'être faites en France depuis 2-3 ans, depuis 2018 et 2020. 2018, la France a introduit le PASS, qu'on appelle le PASS, donc le parcours d'accès aux soins. Et dans le PASS, ils obligent les étudiants en médecine, enfin, ils ont introduit dans la formation des modules de technologie, d'autres modules associés, où le médecin, il sort avec un diplôme supplémentaire. Et le LAS, c'est la licence d'accès aux soins depuis 2018, 2020, 2021, où le technologue, quand il commence à faire ses études en technologie, il fait des modules de médecine, il est imprégné, il est intégré pour apprendre un peu l'anatomie, l'histologie, etc. Donc c'est une manière de les préparer
à faire un brassage. Une jonction. C'est ça, deux. oui, c'est une question très essentielle hein, dans justement cet usage des technologies dans la santé, parce qu'un médecin, comme vous le dites, n'est pas naturellement amené à manipuler justement un matériel de haute technologie, effectivement, et vice-versa. Hein. Vous parlez également des personnes qui font de l'informatique ou autre. On va poser la question peut-être pour avoir un regard un peu plus neutre à professeur Zerhouni. Vous êtes établi à Besançon. Néanmoins, vous êtes une personne qui vient régulièrement en Algérie. Vous avez des projets en Algérie. Dites-nous, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'expérience algérienne dans l'introduction justement des nouvelles technologies dans la santé? Bien, bonsoir. En fait, les choses avancent très vite, comme l'a dit le collègue professeur. Et nous avons donc un potentiel d'ingénieurs de très bon niveau, d'informaticiens remarquables, et qui sont capables d'accompagner ce processus de digitalisation de la médecine. Les projets que j'ai, notamment avec ma collègue chef de service au CHU de Bab el-Oued, sont dans l'objectif de digitaliser une partie des processus médicaux afin de disposer de quelque chose d'important dans ce processus de technologie de l'information et de la communication, que sont la souveraineté autour des données. Et donc les choses avancent relativement vite partout dans le monde, et nous sommes capables d'aller très vite et de prendre le train pour pouvoir s'associer à ce processus mondialisé et de disposer d'une capacité à collecter les données, à les structurer et à faire des projets structurants pour que la médecine algérienne de demain soit une médecine personnalisée, digitalisée. Oui. Alors, un chiffre pour illustrer peut-être sur 100 innovations créées dans ce domaine dans le monde, 120 sont africaines, ce qui n'est pas rien. Je me demande quelle est la part de l'expérience ou des innovations algériennes. Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre à cette question ? Je pense que les Algériens sont très imprégnés par rapport à une nouvelle technologie. Donc, il y a des applications qui sont des algorithmes qui sont développés par des Algériens dans l'amélioration de prise en charge, dans le diagnostic, dans le theranostic. Mais malheureusement, on ne trouve pas preneur et ça reste toujours dans la recherche. Et pourquoi ? Pour une simple raison. On a peur de la technologie, Dr. Justement, parce que tout simplement, on a peur de cette technologie, une nouvelle technologie qui va changer les habitudes d'un médecin. Donc, l'idée, c'est d'introduire la recherche au sein des hôpitaux pour que le médecin soit imprégné des nouvelles technologies, des progrès qui sont réalisés dans le monde et être actualisé en permanence. Oui, pourtant, je pense que l'expérience, pour prendre peut-être l'exemple de M. Barkou qui est avec nous ce soir, qui représente justement cette jeunesse qui s'initie dans le domaine de la santé et de la technologie, il y a quand même une demande. Oui, effectivement, il y a une demande, d'autant plus que nous, on est en train de travailler sur le terrain. Ça veut dire qu'on répond aux besoins des médecins. Et les médecins demandent pour améliorer leur quotidien. On n'est pas en train de leur importer des choses qu'ils ont du mal à comprendre. C'est quelque chose qui rentre dans leur pratique quotidienne, à savoir la gestion de leurs patients par les rendez-vous, par le diagnostic, par une ordonnance numérisée, sécurisée, par la connexion par rapport au matériel qui l'entoure, à savoir l'échographe, la table d'examen, l'EEG, l'EMG. Quand on leur propose la chose comme ça, d'une façon pratique, des choses qu'ils ont l'habitude de voir, on leur montre la façon dont ils peuvent l'utiliser, ils adhèrent. D'autant plus qu'on les accompagne avec la technologie, ça veut dire qu'on leur fait l'installation, on leur fait la formation et on leur fait un accompagnement, un service après-vente et une assistance. Il faut dire que vous, vous étiez quand même dans le domaine, vous étiez délégué médical pendant plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années à peu près. Effectivement. Et donc, quelle a été votre motivation pour aller vers justement ce projet ? Vous pensiez justement qu'il y avait un manque dans ce domaine ? Alors,
pour rappeler un peu ce que vous faites justement. Là, effectivement. J'étais dans l'industrie pharmaceutique. Alors, il faut dire que vous êtes dans la numérisation des dossiers, hein, c'est ça, numérisation des dossiers des malades. Numérisation du dossier des malades, mais pas que ça. Aussi la gestion du cabinet médical. Ça veut dire qu'on prend en charge tout ce qui concerne le cabinet médical, de la réception jusqu'à l'émission d'une ordonnance, d'un certificat, d'un suivi du diagnostic et le suivi du patient. Donc le médecin il est connecté à ses machines, il est connecté à l'assistante médicale. Aussi, il peut récupérer les analyses du patient à un laboratoire. Et le besoin, je l'ai détecté déjà en visitant les médecins, en étant délégué médical. Donc j'ai vu les médecins avaient besoin de ce genre de service, que la technologie, il ne faudrait pas leur présenter ça comme étant quelque chose d'extraordinaire ou bien quelque chose qui est difficile, de compliqué. Le médecin n'a pas besoin d'avoir des connaissances en informatique. C'est l'informatique qui doit s'adapter aux besoins du médecin. Ça veut dire que le logiciel qu'on fait, qui s'appelle Pacte, c'est un logiciel qui facilite l'utilisation. Ça veut dire que le médecin, c'est un utilisateur. C'est-à-dire qu'il suffit d'un clic finalement pour simplifier les choses. Voilà, effectivement. On est en train de travailler sur ça. Oui, on va revenir sur votre projet plus en détail. Professeur Madassi, alors la prise en charge dans le domaine médical implique plusieurs aspects. On peut parler justement j'ai envie de dire, de prévention, de dépistage, on parle de diagnostic, de traitement, mais aussi de survie. Selon vous, la médecine du futur doit répondre à quels besoins particulièrement? Est-ce qu'elle doit couvrir tout ça ou est-ce qu'on s'intéresse à un aspect ou deux de tout cela? Avant de répondre à votre question, moi je voudrais rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit justement concernant le médecin n'est pas réfractaire du tout aux nouvelles technologies, bien au contraire. Mais c'est que le problème qui se pose, comme l'a dit le professeur Tliba, c'est l'absence de passerelle entre justement les facultés de médecine et les facultés d'informatique. Donc le gros problème, le point nodal, c'est celui-là. Donc il va falloir connecter ces deux systèmes pour qu'il y ait un échange d'informations et de connaissances. Donc à partir de cela, je crois que le médecin il est preneur. Moi je dirais que par exemple, j'ai une volonté féroce de digitaliser le dossier, de faire énormément de choses, mais je trouve pas d'interlocuteur. Donc, ce n'est qu'après la rencontre avec le professeur Zerhouni qu'on a pu amorcer cette envie d'aller vers la digitalisation et d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir... Je veux dire que vous êtes au centre d'un projet avec le professeur Zerhouni qui est avec nous ce soir, justement, pour que les gens comprennent un peu. Absolument. Qui est avec nous ce soir par Skype, justement. Oui. Et donc, pour nous, l'apport des nouvelles technologies est utile à toutes les phases de prise en charge du patient, que ce soit dans le diagnostic, dans le pronostic, dans la médecine prédictive, dans la prévention dans le dépistage, les traitements personnalisés. Donc l'intelligence artificielle, c'est un incontournable à toutes les étapes de la prise en charge du patient, depuis donc son dépistage jusqu'à son traitement personnalisé. Ça ne donne pas la priorité, parce que on parle souvent quand même, quand on parle de médecine du futur, c'est qu'elle donne la priorité peut-être, je dis bien peut-être, à la prévention, c'est-à-dire au lieu d'être dans un contexte qui priorise le curatif, on va aller plutôt dans la prévention, et c'est le cas d'ailleurs de la médecine par exemple personnalisée, on va en parler tout à l'heure. Oui, mais on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, parce qu'il dit la médecine prédictive, donc l'aboutissement justement c'est de pouvoir faire des diagnostics à des stades précoces, donc instituer des traitements qui peuvent améliorer le pronostic, et donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dichotomiser comme ça les étapes de prise en charge. Oui, ça reste complémentaire. Voilà. Oui, je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder un reportage justement, à parler justement d'environnement, on va parler de numérisation, un point essentiel justement dans la modernisation de notre système de santé. La numérisation de nos hôpitaux devrait être un des piliers de notre système de santé. Un exemple dans le service de cardiologie à l'hôpital Aix-Parnay, l'hôpital Nafissa Hamoud, particulièrement donc dans le service de cardiologie. Regardez, c'est un reportage signé Walid Yousfi. Première séance de formation aujourd'hui pour ce groupe de médecins. Ce formateur a fait le déplacement depuis Sétif jusqu'au CHU Nafissa Hamoud pour leur apprendre à utiliser le DEM, un outil qui permet de numériser tout le dossier médical des patients.
la partie théorique sur le data show on fait connaître au personnel ici présent, médecins et paramédicaux, ainsi que les manipulateurs de radio et laborantins, leurs tâches, comment faire, comment procéder avec ce logiciel. Puis on fait une deuxième partie pratique sur site, sur les PC. Chaque utilisateur peut accéder à son profil et faire l'examen ou faire tout ce qui est nécessaire. Donc on a ici toutes les informations du malade depuis son entrée jusqu'à son état actuel et on peut suivre l'évolution du malade en temps réel. Donc là on peut introduire plusieurs paramètres, à savoir donc les antécédents du patient, le motif de l'admission du malade. On peut même introduire des documents, on peut même photographier donc les différents documents. De quoi améliorer la prise en charge des malades en Algérie, le tout grâce à la numérisation du secteur de la santé. Cette initiative devrait être élargie à l'ensemble des structures hospitalières du pays. Ce qui est extrêmement important, c'est que, donc, à l'échelle nationale, on aura, donc, quand on aura tout terminé et tout sera mis en place sur le plan national, le ministère aura une meilleure vision des pathologies qui existent dans le pays instantanément. Il saura combien il y a eu d'infarctus, il saura combien il y a eu de tuberculose, il saura combien il y a eu de morts subites, il connaîtra les causes, etc. Donc ce sera une base de données extrêmement importante. La prochaine étape pour cette plateforme est l'interconnexion. Une fois ce système bien rodé, il devrait permettre aux médecins algériens d'accéder aux dossiers de leurs patients à partir de n'importe quel hôpital du pays. Alors justement, la numérisation de nos hôpitaux, voire de notre système de santé, on en parle depuis plusieurs années. Malheureusement, ce n'est pas généralisé encore. C'est encore au balbutiement, j'ai envie de dire. À quel point la numérisation est-elle importante pour un système de santé ? La numérisation, vous savez, elle devient incontournable. Absolument. On est dans une planète où tout est connecté. On ne peut pas être isolé. On se sent un peu isolé, déjà dans son service, dans son hôpital. Et puis, c'est une des priorités de l'État algérien, la numérisation et la sécurité du citoyen. Les deux priorités sont là pour numériser et pour protéger le patient. Tout est centré sur le patient. Maintenant, quand on parle de médecine personnalisée qui a des innovations génomiques, digitales, parmi les innovations digitales, c'est cette télémédecine, c'est cette e-santé qui nous permet bien sûr de protéger le patient. Maintenant, si je reviens un peu à la numérisation en Algérie. Dans le monde, il y a deux systèmes de numérisation. Il y a le système centralisé des pays nordiques, il y a le système décentralisé dans certains pays comme la Belgique et la Suisse. Et où chaque unité, elle est obligée d'avoir son serveur, parce que le dossier médical, au-delà de la numérisation, est une protection individuelle. Il faut qu'il soit vraiment protégé. On a vu quelques scandales, par exemple dernièrement en Angleterre, un scandale où des hackers, le dossier des instituts et des hôpitaux qui ont été piratés par des hackers. Donc il faut que le dossier soit vraiment bien protégé, sécurisé et protégé. La numérisation, c'est un projet d'État, c'est pas un projet individuel. Il y a des actions comme professeur Nibouche, comme on vient de voir. Donc il y a d'autres chefs de service, il y a d'autres collègues qui sont lancés dans ces projets parce que justement, ils sont complètement convaincus. Et l'État aussi, il essaie de pousser, mais je pense qu'il faudrait que les deux bouts, de haut en bas et de bas en haut, se rejoignent quelque part. Mais il est important de mettre les moyens. Parce qu'on ne peut pas dire numériser. C'est comme on veut faire une ligne intérieure. Algérie Tamanrasset, il y a les passagers, il y a le pilote, mais il n'y a pas les aéroports. Il faut mettre les choses importantes. Je vais peut-être tendre la perche justement à Dr Belkhalfa au sujet de la numérisation, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus, notamment sur la question des données que vient d'évoquer le professeur Tleba. Est-ce qu'on a un problème justement d'hébergement? On a un problème de... C'est quoi le problème finalement qui peut se poser justement dans une démarche de numérisation? Bon, il y a la numérisation, donc le stockage des données, il faut des data centers. Il faut des data centers, donc c'est une affaire d'État, parce qu'il faut sécuriser ces données. Non, comme ça a été cité dans le reportage, ils ont parlé de numérisation. C'est vrai, une numérisation, c'est un dossier.
qu'on va digitaliser et qui ça va être accessible à tous les médecins. Mais il y a un point qui est très important, c'est l'interconnexion. L'interconnexion, ça a été... Il faut que ce soit un réseau. Il faut que ce soit un réseau, il faut que ce soit interactif avec les médecins, entre le médecin et le patient. Il faut que ça soit alimenté en données. Que ce soit accessible de n'importe quel point aussi. Exactement. N'importe quel médecin peut accéder à ces données. Il faut que ça soit interactif entre le médecin et le patient. Et ça nécessite des data centers. Ces data centers ce sont des endroits où on peut héberger toutes les données qui concernent le patient. Là, on ne parle pas d'une spécialité, mais on parle de plusieurs spécialités. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, donc, la maladie d'Alzheimer, les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer souffrent aussi d'autres pathologies. Donc, si le médecin ne pose pas la bonne question, vous savez qu'on peut passer à côté d'un symptôme ou d'une maladie qui est autre que l'Alzheimer. Donc là, c'est bien d'avoir des données, un dossier numérique complet et qui sera alimenté en continu. Oui. Alors, je vais tendre la perche aussi à M. Barkou, puisque vous êtes dans la numérisation justement. Alors, j'ai envie de dire presque que vous faites partie des éditeurs de solutions aujourd'hui, puisque vous faites la numérisation des cabinets. Alors, vous faites l'amélioration du diagnostic, vous créez des dossiers des patients. Dans quelle mesure pensez-vous améliorer justement l'expérience de chaque médecin avec qui vous travaillez? Alors, notre chantier à nous, ce qui est bien, c'est qu'on maîtrise les paramètres. Ça veut dire que nous, la bonne volonté, la seule bonne volonté dont on a besoin, c'est la bonne volonté du médecin. Du médecin du cabinet. Donc voilà. Donc s'il est d'accord, on numérise le cabinet médical, c'est un logiciel. Voilà, effectivement. Et ça commence par le médecin. C'est le médecin qui prend en charge le patient et c'est le médecin qui va générer le dossier numérique du patient. Et ça prend déjà en considération et en charge tout ce qui concerne le patient, donc à savoir ses antécédents, son motif de consultation, la consultation en elle-même, l'ordonnance numérique, en évitant les ordonnances mal lues, en évitant les interactions médicamenteuses, en évitant aussi les erreurs de prescription. Voilà, donc le médecin, il contrôle déjà tout ça. Et il est toujours dans le suivi du patient. Donc, mais dans l'interaction, quand on finira ce chantier, ça veut dire la numérisation de plusieurs cabinets, on a le projet aussi d'interconnecter les médecins. Par exemple, on a le projet d'interconnecter les psychiatres. Comme vous le savez, il y a pas mal de fraudes d'ordonnances. Voilà. Donc, il y a un patient qui passe se faire prescrire une ordonnance chez un psychiatre. Il part chez un neurologue ou bien chez un autre psychiatre pour se faire prescrire le même médicament. Pour se faire prescrire le même médicament. Le fait d'interconnecter les médecins, ils peuvent avoir une image globale sur ça. Oui, absolument. Alors, on va poser peut-être la question aussi à professeur Zerhouni, qui est avec nous par Skype. Professeur Zerhouni, sur la question de la numérisation, à quel point cela est important justement pour une santé de qualité? Alors, je reviendrai sur ce qu'a exprimé ma collègue sur la passerelle entre l'université et le monde médical et l'hôpital en particulier. Donc il est impératif, il est important de mobiliser toutes les forces de l'université et en particulier les compétences d'informaticiens pour créer cette passerelle forte, qu'il y ait un maximum d'informaticiens qui pratiquent leur stage dans les hôpitaux et que les médecins soient sensibilisés à toutes les techniques nouvelles de sciences des données, de data science et d'intelligence artificielle. Donc l'ensemble de ce chantier dont on parle est un chantier important pour la souveraineté numérique de l'Algérie, pour la souveraineté de la pratique médicale et pour tout ce qui est vision d'avenir sur les médecines personnalisées et digitalisées. Donc il est vraiment, un point est important, c'est vraiment en amont une formation structurée
structurante d'informaticiens dans le domaine médical et une formation des médecins aux nouvelles techniques et technologies de l'information et de la communication. Il me semble que c'est des bases nécessaires pour apporter tout ce processus qui permettra à notre pays de suivre la logique de la médecine moderne actuellement. Absolument. Alors, professeur Madassi, j'ai envie de vous poser une question peut-être plus concrète au niveau de nos hôpitaux, sur particulièrement peut-être le dispositif médical ou les appareils qui sont aujourd'hui disponibles au niveau de nos hôpitaux. Est-ce qu'ils sont mis à jour? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de les adapter à des solutions numériques? Donc moi, à chaque fois, donc avant de répondre à la question, moi je veux rebondir sur la numérisation, parce que si on doit attendre que toutes les conditions soient réunies pour commencer la numérisation, je crois qu'il va falloir attendre encore trop longtemps. Mais je crois qu'il faut commencer déjà par la première étape, déjà digitaliser le dossier, ne serait-ce que localement, parce que le fait de faire un dossier numérique, ça nous permet une exploitation des données. Gagner du temps, gagner énormément de temps. Gagner du temps, et puis même l'exploitation de ces données, parce qu'on va intégrer énormément de données, c'est-à-dire en digitalisant donc le dossier médical, et donc ça va nous permettre de faire une exploitation, parce que je prendrai par exemple l'exemple du cancer du sein sur lequel nous travaillons énormément. Quand on voit que les facteurs de risque ne sont pas du tout les mêmes qu'à travers le monde, l'Algérie a sa spécificité, donc le fait de digitaliser, ça va nous permettre déjà d'avoir un regard sur un petit peu les facteurs de risque pour nous situer. Donc c'est déjà une étape. Donc attendre qu'il y ait des réseaux d'interconnexion entre médecins, là il nous faut 30 ans encore d'attente. Donc moi je pense que la première étape, je crois qu'elle est à nos portes. C'est à nous de faire en sorte que ça soit déjà C'est-à-dire fait. Qui nous? Qui nous, donc nous les praticiens sur le terrain, les médecins et les informaticiens. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mutualiser nos efforts pour pouvoir concrétiser ça. Rien qu'à... Il faudra peut-être commencer par la formation, ce que disait tout à l'heure justement professeur Tliba, et ce que a réconforté professeur Zerhouni, la formation déjà des médecins absolument. Concernant votre question justement... Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'adapter justement les appareils, j'ai envie de dire, anciens qu'on a au niveau de nos hôpitaux, qui ne sont pas forcément à la pointe de la technologie, aux solutions numériques? Je dirais quand même que si. On dispose quand même d'équipements qui sont quand même où l'intelligence artificielle est déjà intégrée dans les appareillages. Je prendrai l'exemple de l'imagerie, par exemple, pour l'échographie. Donc là, maintenant, ça nous facilite énormément. On a un gain de temps extraordinaire en faisant Partout, professeur? Moi, je crois que ça c'est pas nous-mêmes qui sont derrière ça, mais c'est la technologie, c'est-à-dire c'est les machines qui sont actuellement connectées, intégrées, c'est-à-dire on intègre un petit peu de l'intelligence artificielle. Il y a des logiciels qui sont intégrés dans les machines qu'on achète. Donc automatiquement, on est en train d'utiliser des nouvelles technologies, c'est-à-dire elles s'imposent à nous, on ne les choisit pas. Oui, absolument. Vous vouliez rebondir sur cette question, oui? Je voulais juste dire que les machines du domaine médical, ils sont déjà équipés d'une connexion. D'autant plus que... Vous parlez des récentes machines, des nouvelles machines. Les anciennes machines même les aussi, anciennes, d'accord. Oui, effectivement. Il y a le protocole DAICOM qui permet de connecter... Donc la réponse est oui. Oui. Voilà, on peut... Voilà. Tout simplement parce que les machines, on les a achetées ailleurs, et ailleurs, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à faire ça. C'est très important. Donc on les a. Par exemple, pour l'échographe, il a le protocole DAICOM qu'on peut connecter. On le fait déjà, nous, avec le logiciel PACT. On le connecte. Donc le médecin, quand il inscrit son patient dans le logiciel, il le retrouve dans l'échographe. Quand il fait son examen, il retrouve l'examen dans le logiciel. C'est la même chose pour la table de radiologie, la même chose pour le scanner, et la même chose aussi pour le EG et l'EMG. Ça veut dire que la technologie, elle est là. Il suffit juste qu'un projet, on veut numériser ou bien on veut interconnecter les machines. Adapter voilà, les dispositifs médicaux à cette notion justement de technologie. J'ai envie de revenir à vous, professeur Tliba. Je disais tout à l'heure en vous présentant que vous étiez président
président justement pas président, membre de la Société algérienne de télémédecine. Un autre point très important justement quand on parle de la e-santé ou justement de cet usage de TIC dans le monde de la santé, à quel point la télémédecine est-elle importante justement pour rompre cette notion d'isolement que peuvent avoir certains malades dans ce qu'on appelle aujourd'hui il y a même cette notion justement de déserts médicaux. Et bon, quand on parle de déserts médicaux, il y a un grand paradoxe déjà d'expression. Nous, on a des déserts, des véritables déserts. C'est une expression importée. Importée. Des pays qui ont une dimension moins grande en matière de superficie, qui parlent de déserts médicaux, et nous, on n'en parle pas beaucoup. Et si on veut désengorger ces zones-là, la technologie nous apporte une solution. Le réseau, vous savez, on parle d'interconnexion, mais il y a un autre terme qui est encore plus fort, qui est utilisé par des instances sécuritaires, l'interopérabilité, pour dire qu'il est très important de travailler l'un avec l'autre. C'est vrai, quand on travaille de manière isolée, ça règle des problèmes locaux, mais il faudrait qu'on travaille tous ensemble en réseau. Maintenant, la télémédecine et la e-santé, elle est fort importante. Vous imaginez un patient de Taman Rasset, les principes, les bases de la médecine. La médecine qui est basée d'abord sur l'éthique depuis Hippocrate, Aristote. D'abord, les 4 fondamentaux de la médecine. C'est la qualité, l'équité. Non, c'est juste les principes. Pour ne pas s'éloigner de la question, c'est la qualité, l'équité, efficacité, efficience. L'équité. Pour revenir sur ça seulement, l'équité. De quel droit un patient qui habite loin et un patient qui habite à proximité d'un CHU sont traités de manière différente? Il faudrait qu'ils soient traités de la même manière. Absolument. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle l'accès aux soins, au moins l'accès à l'information. Et maintenant, vous savez qu'il y a un grand tournant dans la médecine. On parle de démocratie sanitaire. On parle des universités des patients, où le patient est participatif. Absolument. Tout à l'heure, peut-être, vous avez déjà introduit quelle est la médecine personnalisée. Le premier P, la médecine personnalisée, n'est qu'un seul P d'une autre série de P prédictives, préventives, participatives, etc. Donc, pour revenir à la question, l'apport de la télémédecine, quand on parle de e-santé, c'est plusieurs répertoires. On parle de téléexpertise. On parle de téléchirurgie tout à l'heure. Tous les appareils, on peut les connecter pour travailler avec un collègue aux États-Unis, n'importe où au monde, en Afrique, en Europe, et de travailler en temps T de manière synchrone. Ils peuvent voir ce qu'on est en train de faire, par exemple en neurochirurgie, un microscope opératoire, ils se connectent. Et le collègue ailleurs, il peut voir exactement ce qu'on est en train de faire, à usage sanitaire, à usage d'expertise et puis à usage éducatif. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire, professeur Dleiba? Quand même, c'est une pratique qui n'est pas très répandue. On le fait peut-être à l'occasion ou rarement, mais ce n'est pas quelque chose qui est très répandu dans notre domaine de santé. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire, puisque finalement, ce n'est pas si compliqué que ça? Non, mais c'est l'infrastructure. C'est pas ça, c'est l'infrastructure. Oui. Ça se fait de manière singulière, sporadique, quand on prépare tout. Oui. Tel service, il a tout préparé pour travailler en télé, par exemple en téléchirurgie avec un autre service entre un service américain ou français ou belge ou suisse avec un service algérien. Mais ça se limite à un temps T. Alors que normalement, c'est des choses qu'on doit donc pratiquer dans le quotidien. Oui. Donc l'Algérie, elle est dans le besoin urgent d'instaurer un réseau national. Il y a actuellement ce qu'on appelle les cabines de télémédecine, des cabines qui sont parfaitement dotées. Quand le patient très loin, il rentre dans une cabine, il peut rencontrer le médecin qu'il choisit avec des rendez-vous, etc. Vous savez, donc Pasteur disait un jour dans le passé, un jour toute l'humanité sera ma clientèle. Oui. Donc un médecin, au lieu de consulter juste le voisin en physique qui se déplace chez lui, il peut examiner un patient à 2000 km. Et il aura l'occasion de lui transmettre donc les informations nécessaires. On peut faire une échographie à distance, vous savez. Maintenant, dans la cabine, juste de mettre, il y a un dispositif, on le met sur le cœur et le médecin, il a toutes les cavités du ventricule et on peut mettre une otoscopie, un otoscope dans l'oreille. C'est une question de financement aussi, quand on parle par exemple de cette idée ingénieuse, j'ai envie de dire, des cabines. C'est un problème d'abord d'environnement, de volonté, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais est-ce que le financement aussi est au cœur Il y a trépied. Le financement, la volonté et la formation. Sans les trois,
On peut pas... Là, on parle de patients. Est-ce que les patients aussi vont devoir avoir des formations également? On doit former le patient également? Bon, le patient doit être assisté en premier temps. Quand on parle de cabine, il y a toujours une personne qui est dans certaines régions, il y a une infirmière qui est à côté de la cabine et le patient devant une pharmacie, à titre d'exemple, dans une entreprise. Vous imaginez une entreprise qui a une cabine, au lieu que la personne... Oui, l'idée est de les placer peut-être justement dans des pharmacies ou... Dans des pharmacies, voilà, dans des entreprises. Pour simplifier l'usage des appareils. Ça minimise déjà les déplacements, le coût direct et indirect, l'absentéisme, etc. Pour une petite angine, on peut consulter un médecin à distance et nous prescrit un traitement. On l'a vu d'ailleurs durant la Covid, la télémédecine a été d'un grand secours pour beaucoup de monde quand on était en confinement. Mais comment trouver l'équilibre justement pour rester dans l'empathie, parce que quand même le médecin n'est pas que technicien finalement, le médecin est un accompagnateur. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'empathie ? Peut-être que je devrais poser la question à professeur Madassi. Je pense que non, parce que tout simplement, même si on développe des algorithmes, mais ces algorithmes-là sont gérés par... Parce que là, c'est très derrière ces algorithmes, il y a toujours un médecin. Parce que des fois, un médecin il va vous dire qu'on va être remplacé. Ça, des capsules, c'est pas vraiment... Le malade va se retrouver seul. Il faut rassurer le malade. Il faut rassurer le malade que c'est fiable et ça peut apporter des solutions rapides et efficaces. C'est ça le plus important. Alors que le médecin ne peut pas être substitué par une machine ou par. C'est un problème que nous avons rencontré dans le diagnostic, surtout en anatomopathologie. Et là, quand on voulait numériser toute la procédure de lecture de l'âme ou des échantillons de biopsie de patients, on nous a dit toujours que est-ce qu'un anatomopathologiste va perdre sa fonction? Ben non, parce que tout simplement, c'est vrai, on va alimenter la machine. Vous abordez un point très important, essentiel. La machine, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le machine learning, elle va apprendre à fonctionner comme un humain. Mais elle ne remplacera jamais. Elle ne remplacera jamais l'humain, donc la vision d'un humain est très importante. Certes, c'est vrai qu'il y a certains points que le médecin ne peut pas voir. Par exemple, en IRM, il y a certains points qu'on ne peut pas voir, mais une machine peut détecter ces anomalies. Et là, le médecin, il a toujours son avis. Donc, dans le machine learning, il y a le input, il y a l'output. Ça veut dire vous alimentez en données, vous aurez une solution. Mais qui va alimenter ces données, c'est un médecin. Absolument. Non, c'est ça l'idée, en fait, c'est de dire que, puisqu'on parlait de télémédecine, justement, c'est que la télémédecine ne remplacera jamais une consultation en présentiel, mais elle va quand même venir compléter des vides qu'on a, comme l'histoire de l'isolement, justement, des déserts médicaux. Il faut briser ce dogme que la machine va remplacer le médecin, loin de là. Ça, mais je crois qu'on a pris conscience que c'est pas vrai, ça sera pas fait de toute manière, parce que l'empathie, c'est ce qu'on reprochera à l'intelligence artificielle, elle pourra jamais je sais pas. Ça, c'est de la haute voltige peut-être entre parenthèses, mais je dirais qu'aussi parce que c'est vrai que la machine va nous aider énormément à gagner du temps, à améliorer la précision diagnostique et tous les corollaires qui peuvent s'en suivre. Mais après, l'annonce, parce que finalement, le patient va poser des questions et il n'y a que le médecin qui pourra lui répondre. Et l'annonce diagnostique, je crois qu'il faut rester dans la tradition de l'annonce diagnostique parce que ça pourrait laisser des cicatrices indélébiles sur le patient et avoir des conséquences vraiment fâcheuses jusqu'à développer des troubles psychiatriques, de la dépression, des tendances suicidaires. Et donc, c'est pour ça que moi je dis la place du médecin, elle est encore là, malgré tout. Non, mais c'est clair, de toutes les manières, vous le dites. Et je le disais tout à l'heure, professeur Tliba, que le médecin n'est pas un technicien, finalement, même s'il y a une technicité dans sa pratique. Le médecin reste un accompagnateur. Il y a cet aspect humain dans la médecine qu'on ne pourra jamais remplacer par une machine. On va poser peut-être la question à professeur Zerhouni, justement. Professeur Zerhouni, peut-être vous qui êtes en France, à Besançon particulièrement, l'usage des TIC est un peu plus avancé. Comment juge-t-on justement cette notion d'empathie ?
Alors, pardon, excusez-moi, juste avant d'intervenir sur cette partie-là, je voudrais revenir sur la dimension d'infrastructure qui a été évoquée et la dimension de financement. Je voudrais rajouter à cette dimension la gestion du capital humain, parce que tout ce chantier, tout le sujet dont on parle, nécessite un capital humain en termes d'informaticiens. C'est des projets qui sont très enthousiasmants, très structurants et qui sont capables de mobiliser nos meilleurs informaticiens qui, d'ailleurs, une parenthèse, pour la plupart quittent l'Algérie pour aller, parce que c'est des secteurs qui sont très attractifs en Europe et en Amérique du Nord en particulier. Et donc, il y a une nécessité de capter nos meilleurs techniciens, nos meilleurs informaticiens pour développer ce capital humain qui est capable de mettre en œuvre tout ce processus et de faire en sorte que au niveau des softwares, des logiciels, de techniques d'intelligence artificielle, nous soyons non seulement on développe pour nous, mais on pourrait même imaginer importer ce type de solution parce que nous avons énormément d'hôpitaux, nous avons beaucoup d'ingénieurs et nous avons donc des malades en nombre suffisant pour pouvoir avoir toutes les données, parce que je rappelle que pour l'intelligence artificielle, le kérosène de l'intelligence artificielle, ce sont les data. Et avec tout ce dont on dispose comme pathologie, comme hôpitaux et d'un côté et comme potentiel technicien de l'autre, nous sommes en mesure d'être vraiment à l'avant-garde de cette dimension. Alors, par rapport à votre question, il est clair que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les médecins et elle ne permet que de formaliser la connaissance médicale, une partie de la connaissance médicale pour pouvoir aller plus vite et faciliter le travail de diagnostic et de pronostic des médecins au service du patient. Oui. Alors on parle justement de cette notion d'empathie. On peut poser la question aussi de l'éthique, également dans le domaine. Ça, c'est une question quand même très importante, l'éthique numérique. L'éthique numérique, l'éthique de manière globale, la médecine, elle est basée sur la morale et l'éthique. Hippocrate n'enseignait pas la médecine, il enseignait l'éthique sous l'ombre d'un arbre à ses disciples. Donc la médecine, il faut qu'elle soit balisée. Je pense tout le monde est d'accord et tout le monde est un peu garant et jaloux de baliser, de mettre des garde-fous par rapport à l'éthique et la morale dans la pratique médicale, à l'empathie. L'empathie, donc médecin-malade et médecin aussi accompagnateur de malades. Et puis l'examen clinique. Parfois, on est obligé d'examiner un patient, mais après, c'est des strates. C'est des strates. On peut examiner un malade à distance, ça ne veut pas dire qu'on le touche. Quand j'ai cité l'exemple tout à l'heure d'un problème d'otite ou une grippe, à distance, on peut voir, grâce à une cabine, grâce à la technologie, on peut voir donc le malade à distance, discuter avec lui et le rassurer. Mais les balises, les limites sont ces trois piliers, ces trois éléments. C'est l'éthique et la morale dans la pratique médicale, où on doit préserver l'entité du patient, on doit protéger le dossier médical, le secret médical. Deuxièmement, c'est l'empathie vis-à-vis du patient. Et la machine ne pourra jamais ressentir ce que le malade ressent. Il n'y a qu'un humain qui pourrait ressentir. Absolument. Et troisièmement, l'examen clinique lui-même. Parfois, on est obligé, même à distance, quand on examine un patient, il y a 2 étapes dans la télémédecine. Il y en a plusieurs, mais l'étape du transfert du dossier, on reçoit le dossier du patient, ça nous permet de gagner un peu de temps. Après, quand on discute le patient, on a une idée sur son historique. Après la 2e étape, on peut l'examiner à distance, discuter avec lui. Et la 3e étape, c'est des strates. On peut demander au patient de se déplacer. Mais ce n'est pas tous les patients qui vont se déplacer. Oui, c'est clair. Alors, il y a un autre problème aussi. On a parlé de l'empathie, on a parlé d'éthique. Il y a une autre question peut-être qu'on pourrait poser qui peut être justement contraignante. La législation aussi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un cadre réglementaire propice justement à l'évolution de cette pratique? Justement, il y a un grand vide juridique par rapport à l'application de ces nouvelles technologies. Donc, c'est vrai que le ministère des Startups et de l'économie de connaissance prend en charge ce volet qui est très important, mais il y
y a un vide juridique. Par exemple, on a développé des algorithmes de diagnostic de la maladie d'Alzheimer à partir d'un IRM, ou bien classification de patients Alzheimer, ou bien prédire des poussées chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. C'est une application, elle est très bien, elle est testée, mais il n'y a pas d'application. Ça veut dire, est-ce que c'est un jour, on va l'appliquer à l'hôpital? On ne sait pas, parce que tout simplement, il n'y a pas des instances qui vont prendre en charge sur le plan juridique ces applications ou vérifier un petit peu l'efficacité de ces applications sur le terrain. Oui, professeur Tleba, je vous repose la question par rapport à la réglementation, parce que dans la télémédecine, pour rester dans la télémédecine, dans le monde aujourd'hui, il y a des standards, c'est une pratique qui est très balisée. Qu'en est-il en Algérie? En fait, à mes connaissances, la loi de santé de 2018, il y a un article qui est propre à la télémédecine. Et je rappelle que l'Algérie était parmi les premiers, puisqu'on a parlé de l'Afrique tout à l'heure, déjà en 2005, l'Algérie avait annoncé qu'elle s'engageait dans la télémédecine dans une réunion officielle à l'OMS en 2005. Déjà, l'Algérie, elle voulait déjà rentrer dans le monde de la télémédecine. La réglementation, à mes connaissances, avec le ministère, est en train d'introduire des textes, et les textes existent. Par exemple, la téléconsultation qui est obligatoire dans les pays du Nord, à un pourcentage de 30 à 40%. Pour nous, elle existe dans une loi d'orientation, dans la loi de santé, mais pas de texte d'application. On attend les textes d'application. Oui. Professeur Madassi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va conclure peut-être en faisant un tour de table sur chacun pour revenir un peu sur les projets sur lesquels vous avez travaillé. Alors vous avez travaillé justement il y a quelques temps sur un projet très prometteur, malheureusement qui n'a pas vraiment eu l'engouement espéré. C'était un soutien-gorge intelligent, c'est ça, qui avait une visée de dépister le cancer du sein? Absolument. Enfin, je vous dirais que le cancer du sein est un problème de santé publique réel. Franchement, c'est le premier cancer, c'est la première cause de mortalité. Et puis la particularité de l'Algérie, c'est que c'est un cancer qui apparaît chez la femme jeune. Absolument. Pratiquement, c'est 47, la moyenne d'âge, c'est 47 ans. Quand on sait qu'ailleurs, c'est plus de parfois 62 ans. Toutes les femmes qu'on a reçues sur ce plateau même avaient moins de 40 ans. Absolument, absolument. Et on a 20% qui ont moins de 40 ans. C'est vrai, je vous le confirme. Et donc, face à cette situation, on a un problème de dépistage parce que finalement, on n'a pas d'outils pour permettre de diagnostiquer un petit peu ces femmes-là, parce que la mammographie, c'est invasif, c'est pas pour elles, c'est pour les femmes au-delà de 40 ans. Absolument. Et donc, après, il n'y a pas de moyens biologiques qui sont validés jusqu'à ce jour. Et donc, l'idée nous est venue de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose, parce qu'on sait que le cancer, c'est une activité cellulaire très intense, donc on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de proposer, donc avec le professeur Zerhouni, avec l'université de Biskra. Donc on a essayé de concocter un projet dans ce sens, en utilisant donc des capteurs thermiques qui pourraient donc détecter un petit peu cette activité cellulaire anormale, qui pourrait donc éventuellement prendre à part ces patientes et les dépister. Donc voilà un petit peu le projet. C'était j'ai envie de dire un soutien-gorge qui était destiné à toutes les femmes ou à une population particulière? C'était une population ciblée? Je crois que dans un premier temps, il faudrait que ce soit une population ciblée. Une population ciblée parce que justement, c'est cette tranche d'âge de 40 ans chez lesquelles on n'a pas d'autres outils de diagnostic. Absolument. Donc, ce serait magnifique. En plus, l'avantage, ce serait de diagnostiquer à un stade vraiment ultra précoce. Et quand on sait que le pronostic dépend du stade de la découverte de la maladie, absolument. Mais je crois que ça change complètement le pronostic, absolument, le stade du diagnostic. On va poser peut-être la question aussi au professeur Zerhouni. Professeur, on parle un peu de ce Smart Bras, on l'a appelé comme ça aussi. Ce projet justement que vous avez élaboré avec professeur Madassi, qui n'a pas malheureusement eu l'engouement escompté. Alors oui, c'est un projet. Selon vous, pourquoi ça n'a pas eu l'engouement escompté? Alors, parfois les projets...
arrivé un petit peu trop tôt, mais actuellement nous sommes en train de relancer ce projet-là et nous pensons mettre en place des tests cliniques parce que pour pouvoir, on a des prototypes qui vont certainement, on va passer à l'aspect test clinique dans le CHU et dans le service du professeur Madassi, et je suis convaincu que nous pourrons avancer clairement dans ce processus. Une piste très intéressante pour aller dans ce sens-là, c'est de créer des laboratoires mixtes de recherche appartenant au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère de la Santé, où il y aurait à la fois des médecins et des informaticiens qui travailleraient ensemble sur des projets globaux autour de ces sujets-là. Et de cette façon, on pourrait vraiment augmenter le potentiel humain et le capital humain pour pouvoir mener à bien l'ensemble de projets sur des chantiers très importants qui ont trait à ce type de médecine personnalisée, de médecine prédictive. Oui. Alors vous, professeur Tleiba, vous avez travaillé également sur la genèse du cancer du cerveau et l'implication justement des pesticides dans l'avènement ou l'apparition justement de ce cancer. Est-ce qu'on peut savoir dans quelle mesure les TIC vous ont aidé justement dans vos recherches ? Bon, là, on n'a pas utilisé les TIC de manière directe. On a utilisé la bioinformatique avec des collègues au laboratoire qui s'appelle Génie biologique des cancers à Béjaïa, l'université de Béjaïa. Et nous avons constaté, d'abord c'est un constat qui est répondu dans les chiffres de l'OMS, Global Health. On trouve que l'Algérie a beaucoup de cancers, entre autres le sein, le colorectal et le cerveau aussi. On est classé. Finalement. On n'en parle pas, hein. C'est un cancer quand même duquel on en parle très peu. Le cerveau, il y a beaucoup dans le classement. On est assez bien classé malheureusement dans les tumeurs cérébrales. À partir de ce constat, on a fait une étude que nous avons publiée sur 600 cas. On s'est dit, on a vu déjà sur le plan épidémiologique, au même titre que le sein, et c'est bizarre, c'est des constats. Je suis surpris de voir que le cancer, donc la cynologie, le cancer du sein en Algérie touche les femmes jeunes. Le cerveau, il touche les jeunes aussi. Relativement par rapport à la situation mondiale. C'est une particularité en Algérie, parce que même dans le cancer, par exemple, de la prostate, on a fait plusieurs émissions sur cette thématique aussi, on a fait le même constat, et ça a été relevé dans le plan cancer, justement, 2015-2019, l'âge jeune de l'apparition de certains cancers. Et on a fait même la corrélation avec la pyramide des âges, on s'est dit peut-être par rapport aux âges, ça n'a rien à voir avec la pyramide des âges. Je vous cite un chiffre tout simple, chez nous, la moyenne d'âge des cancers du cerveau est de 39 ans. Et dans le monde, elle est de 58 ans. Vous imaginez une différence de 19 ans. C'est incroyable. Après, par rapport à ça, il y a le cancer le plus fréquent qui est le glioblastome. Nous avons pris des modèles murins, donc c'est au laboratoire, des souris, et nous avons injecté, donc on prend des séries des cohortes de 10 souris qu'on sacrifie après. Et puis on injecte le cancer et on met les pesticides utilisés usuellement dans la pratique agricole. Et on a constaté que les souris qui avaient une alimentation qui est riche en pesticides développaient ce cancer. Ce cancer lui-même. Et les souris qui n'étaient pas exposées à ces pesticides et insecticides l'éliminaient de manière... Je pense que ça mérite une émission, professeur Tleiba. On va vous rappeler pour une autre émission là-dessus. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Docteur Abdelkhalfa, on termine avec vous. Justement, quels sont vos projets? Je sais que vous êtes sur énormément de projets, sur la médecine prédictive et le séquençage. Vous avez également plusieurs applications, notamment pour la CEP. Est-ce qu'on peut terminer sur ça? Justement, dans le projet qui me tient à cœur, c'est le projet de médecine personnalisée que je suis en train de travailler avec le professeur Tleiba et le professeur Braïta. Oui. Donc, c'est une médecine personnalisée en prenant en considération plusieurs paramètres. C'est un diagnostic intégré, en utilisant l'intelligence artificielle, mais également on utilise aussi la reconstitution de la tumeur. Ça veut dire on travaille sur la culture des organoïdes, c'est nouveau au monde. Maintenant, on peut tester en culture cellulaire l'efficacité thérapeutique avant de donner aux patients. Donc on peut prédire l'efficacité thérapeutique a priori. On peut avoir aussi la combinaison thérapeutique. Ça, c'est important. On peut orienter même vers une nouvelle thérapie utilisée actuellement. Et ça, c'est une première en Algérie. Et on a commencé avec le glioblastome.
glioblastome. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un cancer qui est très, très agressif. Et si on très mauvais pronostic. Mauvais pronostic. Et donc, nous, on essaye, on travaille avec l'ANAPAT de Douira, et qu'ils ont intégré directement le projet, le service de neurochirurgie de Blida, le service de neurochirurgie de Chechel. Ils ont vraiment trouvé que c'est un projet de futur et qui permettra aussi d'instaurer une application qui n'est pas instaurée actuellement, mais ça va venir. Dans les nouvelles technologies, il faut s'attendre à plusieurs choses. Je vais vous expliquer. Il y a une très chose. Brièvement, il nous reste du temps. Editing gene, ça va être une actualité. CRISPR-Cas9, on va modifier le gène. Ça veut dire on est dans la médecine préventive. Le séquençage de gènes, on peut savoir quelles sont les maladies qu'on peut développer. Absolument. Ça, c'est la consultation génétique. Hein. Merci beaucoup, docteur Belkhalfa, pour toutes ces explications. En tout cas, on espère que votre exposé aura peut-être des échos, puisqu'aujourd'hui, vous en parlez à la télé. Merci à vous, professeur Tleba. Merci à vous, professeur Madassi, et à vous également, monsieur Barcon. On remercie également professeur Zervouni qui était avec nous par Skype depuis Besançon. Merci à vous également de nous avoir prêté attention. Cette émission est arrivée à son terme. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je me ferai un grand plaisir de vous retrouver vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à votre santé.